Ridon, donc je représente la société Fulgoni, qui est un exploitant de chauffage, donc on fait de la maintenance, du dépannage et de la rénovation de chaufferie. Est-ce que, on peut dire, c'est quoi le délai pour changer une chaufferie, rénover une chaufferie? Voilà, comment, qu'est-ce qu'il faut que prévoient, nos copropriétaires, hein? Alors là, on vient de balayer très largement le terrain de jeu de l'exploitant de chauffage, en fin de compte, puisqu'on a parlé des différents bâtiments avec le groupe Saint-Gobain, on nous a montré tous les différents bâtiments. On a parlé également chaudière avec les différents rendements. Et tout ça, c'est le terrain de jeu du chauffagiste, hein. On balaye un spectre très large. On a tout type de bâtiments de différentes années, avec tout type de chaudière de différentes années également. On a encore des installations sur Paris qui ont plus de 40 ans. Et puis également tout type d'énergie. Alors, donc on a du réseau de chaleur et puis du gaz. Donc ça, c'est notre terrain de jeu, c'est notre terrain de jeu au quotidien. Et puis on rénove à peu près 30 à 40 chaufferies annuellement. Donc pour répondre plus précisément à la question, oui, effectivement, en dehors des délais de raccordement au réseau, que ce soit gaz ou éventuellement réseau de chaleur, après on part sur une copropriété en moyenne sur 3 mois de travaux entre la mise en œuvre et les finitions. Est-ce qu'il y a besoin aussi de le prévoir, d'avoir un vote en AG, en finalement le délai, moyen est plus long que ça finalement, parce qu'il y a aussi des décisions de copropriétaires? Ah oui, bien sûr, effectivement, si on prend toute la chaîne est bien plus longue, puisque enfin, les copropriétaires vont voter pour une énergie, en fin de compte. Ensuite, il va y avoir la démarche auprès du fournisseur pour le raccordement. Donc, pour ce qui est du gaz, en fin de compte, on va partir de la voirie jusqu'au poste de détente, et après le poste, ça va être le rôle du chauffagiste. Donc, une fois que ces premières étapes sont passées, nous, on compte 3 mois de travaux à peu près. Merci, Frédéric, pour ces précisions. Donc je retiens à peu près 3 mois quand ça, c'est la phase travaux en elle-même, hein, qui intervient, j'imagine, Frédéric, plutôt, sur la partie, estivale, quand on n'a pas besoin de solliciter la Ouais, chaudière. effectivement, généralement, nos travaux démarrent fin avril et pour s'échelonner jusqu'à début octobre. Ouais. Mais comment on fait d'ailleurs? Ça, c'est une question que je me pose. Comment on fait quand on a de l'eau chaude sanitaire qui est produite par la chaufferie, alors sur cette phase, Bah là, effectivement, transitoire? ça rentre aussi dans le cadre de l'exploitant, c'est de prévoir des solutions pour pouvoir assurer en provisoire la production d'eau chaude sanitaire. Donc, ça passe soit par des chaudières provisoires, ça passe soit des solutions électriques. Enfin, on a tout type de solutions. Ça dépend du bâtiment, ça dépend du nombre de résidents, mais on trouve toujours des solutions pour minimiser les coupures. Ah voilà, donc on arrive à trouver des solutions pour maintenir l'eau chaude. Alors, c'est une bonne nouvelle. Frédéric, là, on a vu, le remplacement de chaudière. D'ailleurs, Alexis vous a tendu la perche, hein, en disant, c'est quoi les actions pour optimiser l'efficacité énergétique de sa chaufferie? Et donc là, vous allez nous les détailler parce que si j'ai bien compris, c'est ce que disait Alexis, des fois, il y a des choses, très simples à faire et sur lesquelles on en a des gains presque immédiats. Oui, tout à fait. On parle souvent de rénover effectivement la chaufferie, mais pas que, parce qu'il faut bien distinguer la production de la distribution. Et souvent, la distribution a son importance. Donc ça va par des choses simples, c'est déjà d'avoir des robinets de radiateurs qui soient fonctionnels dans une copropriété, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque c'est composé en deux parties. Vous avez d'un côté le corps du robinet et puis la tête. Et souvent, vous tournez la tête, mais elle n'entraîne plus le corps. Donc du coup, c'est là que le robinet ne fait plus son effet. Donc il faut commencer par là, euh, avoir des robinets fonctionnels. Et ça vous le ils ont oui, c'est un truc bête et méchant, mais ça arrive souvent finalement d'avoir des C'est un grand classique en copropriété, on a énormément de robinets qui dysfonctionnent. ah oui, donc on a le on Donc tou on tourne le robinet, mais ça finalement, il y a rien qui se voilà, produit. c'est ça, en fin de compte, vous ne variez pas comment dire, la quantité de fluide qui est au porteur qui passe dans le radiateur. Incroyable, ouais. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est d'avoir également des vannes de pied de colonne. Donc c'est des vannes qui permettent d'avoir une homogénéité dans toute la copropriété, quel que soit l'éloignement de la colonne par rapport à la production, qu'elle soit éloignée ou proche, vous avez le même débit qui passe dans la colonne. Donc ce débit il est calculé en fonction des puissances soutirées. Donc on va régler les débits sur des colonnes séjour, comme sur des colonnes salle de bain, ça sera différent. Mais du coup, ça va permettre ce réglage-là. Donc ça, c'est les premières choses à faire euh, sur une copro. Et puis une Et fois que peut-être vous... ça juste pour venir sur les parce que ça, c'est une solution, parce que vous les détaillez, mais c'est hyper important ça aussi pour équilibrer le réseau, Oui, tout à et fait. mais ça, est-ce que c'est une action, qui est complexe à mettre en œuvre ou c'est assez
Finalement, c'est assez simple. Alors, soit ils sont existants, effectivement, il n'y a plus que la notion d'équilibrage, hein, il n'y a plus qu'à les régler, soit ils ne sont pas existants, il va falloir les créer. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est que tout ça, il y a une complémentarité. Une fois qu'on a une bonne circulation dans un réseau, c'est-à-dire que vous avez des robinets qui sont fonctionnels, vous avez des vannes qui sont équilibrées, donc vous avez la certitude que le fluide caloporteur passe. Une fois qu'il passe, l'idéal, c'est de désembouer le réseau, c'est de le nettoyer. Donc on vient faire un traitement du réseau pour décoller les bouts qui sont contenus dedans. On vient tout récupérer dans un filtre magnétique en chaufferie. Hein, donc les bouts descendent toujours au point le plus bas de l'installation. Donc là, l'idée, c'est de les récupérer et de nettoyer intégralement le réseau. Et ça se fait comment, finalement, la solution technique pour... Alors en fin de compte, on appose en chaufferie un filtre magnétique et on vient incorporer un produit émulsifiant qui va venir décoller les bouts contenus dans le réseau. Et puis on va les faire circuler pour les redescendre au point le plus bas, les récupérer dans ce filtre et faire des cycles de nettoyage. Donc c'est ce qu'on appelle un procédé de désembouage lent qui est pas trop agressif et qui va permettre de nettoyer intégralement le réseau. Une fois que vous avez un réseau qui circule et qui est propre, après vient la phase dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, qui est la phase d'équilibrage. Donc là, c'est une phase pour équilibrer les débits. Ça, on peut le faire qu'une fois qu'on a un réseau propre avec des organes qui fonctionnent. Donc là, on vient équilibrer les débits de façon à avoir les mêmes débits dans chacune des colonnes, quel que soit l'éloignement de la chaufferie. On en a parlé. Et puis ensuite, bah, il reste l'isolation thermique des conduites, hein. Donc effectivement, on a pas mal de pertes par les conduites. Donc il y a l'isolation en chaufferie, mais surtout en couloir de cave, ce qu'on appelle hors zone chauffée. Et toutes les opérations. Et ça représente quelle perte d'énergie? Est-ce qu'on a des idées en termes de pourcentage quand on est mal Après c'est très calorifié? variable d'une copropriété à l'autre. Ça dépend de la longueur des tuyauteries, d'où ça passe, si c'est dans des parkings, dans des couloirs de cave. Hein, c'est Ouais. très aléatoire. Donc je ne saurais pas vous dire Mais ça peut se un chiffrer en pourcentage. dizaines de pourcentages ou pas? Ouais, c'est plein de petits Et- pourcents que vous allez additionner ouais. qui vont faire globalement qui peuvent faire une belle économie. Après, c'est très variable d'une copropriété à l'autre. Donc voilà, et puis après, il reste la finalité, effectivement c'est de bien réguler, donc ça on en a parlé, c'est d'avoir une régulation qui soit efficiente. Alors nous, chez Fulgoni, on est très friands des systèmes de GTC pour plusieurs raisons. GTC, alors il faut... Donc c'est gestion technique centralisée, Ouais. ce qu'on appelle, c'est ce qui nous permet de piloter une chaufferie à distance. Donc ça, on en est très friand parce que ça permet quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez des régulations intelligentes qui vont pouvoir prendre en compte, qui vont pouvoir gérer de l'anticipation météo. Donc ça, c'est important, mais quand on sait qu'on va partir le matin à basse température et puis qu'on va monter très vite de plusieurs degrés, on va pouvoir anticiper cette hausse. Donc ça va être des économies d'énergie. On va pouvoir faire la même chose à la baisse. Donc ça, c'est hyper important. On va pouvoir également contrôler les consommations, remonter des compteurs au travers d'une GTC. Et puis, on va pouvoir aussi, ça c'est un petit peu plus nouveau, c'est installer des sondes dans les logements. Parce que principalement dans les copropriétés, la régulation tient compte de la température extérieure, mais souvent on ne tient pas compte de ce qui se passe dans les logements. Et puis les logements, ils ont évolué, ils ont été isolés par l'intérieur, ils ont subi des remplacements de fenêtres, des choses comme ça. Donc du coup, c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe dans le logement et d'en tenir compte dans la régulation. Et tout ça, c'est plein d'actions qui permettent d'optimiser une installation d'une manière générale. Et puis, la plupart de toutes les actions que je viens de citer sont éligibles au certificat d'économie d'énergie, donc bénéficient d'aide. Donc, toutes celles que vous avez listées, La, plus- la plupart, ouais. est-ce qu'on peut donner des idées de budget et d'économies qui sont réalisées Encore une ou fois, c'est toujours pareil? c'est très variable. Une installation, un désembouage d'une installation de chauffage d'un 20 logements ou d'un 100 logements, que ce soit une installation en acier ou en PER, ça n'a rien à voir. C'est des opérations complètement différentes. Donc, il n'y a pas vraiment de budget précis pour ça. Si on regarde en termes de fréquence, finalement, des embouages, l'équilibrage, c'est tous les combien qu'il faut Très réaliser? aléatoire. Faut partir d'un constat à un moment donné. Donc, c'est-à-dire qu'il faut partir des analyses d'eau du réseau. Est-ce que le réseau s'embout ou pas? Et est-ce qu'il nécessite un désembouage? Donc, on part d'un constat avant toute chose. Ouais. Ouais, mais pour donner une idée, c'est tous les 10 ans, tous les 5 On a ans? des réseaux qui sont 30 ans qui ne sont pas emboués. Ah ouais, On a OK. des copropriétés neuves qui ont 5 ans qui sont totalement embouées. Oui, Donc, donc ça c'est c'est vraiment très, très aléatoire. oui, mais Alexis? Est-ce que la qualité de l'eau peut avoir
peut jouer? Et est-ce que c'est préconisé d'aller mettre des adoucisseurs pour éviter les boues ou c'est là aussi un lieu commun et c'est pas vraiment l'eau qui va poser problème? Alors, en fin de compte, la qualité d'eau a peu posé de problème pendant des années. Donc, parce qu'on avait des chaudières avec des gros volumes d'eau, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la performance. Donc, du coup, on a des chaudières avec des volumes d'eau très faibles. Donc, déjà, les constructeurs, pour garantir leur matériel, demandent que la qualité d'eau d'entrée du réseau soit comment dire, contrôlée. Donc, du coup, on met des adoucisseurs en tête. Et puis, ils demandent aussi que les qualités d'eau de retour soient filtrées. On met des filtres magnétiques. Et puis après, on essaye de maintenir, on se met, comme on dit, en phase de non-corrosion des métaux. Donc, on va suivre la qualité d'eau régulièrement avec des analyses. Donc, voilà comment ça se passe dans les copros actuels. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je change ma chaufferie, il faut que je mette en place de la maintenance derrière sur ces chaufferies pour pouvoir piloter et suivre tout ça, Ah, ouais. mais quand vous changez votre chaufferie, il faut passer par un désembouage au préalable. Une fois que vous avez désemboué l'installation, qu'elle est parfaitement propre et que les organes fonctionnent, on va venir changer la chaudière. Et une fois qu'on a changé la chaudière, on va venir conditionner le réseau pour se mettre donc en phase de non-corrosion des métaux. Et ensuite, on va suivre la qualité d'eau de façon extrêmement régulière. Comment est-ce que la corrosion, comment est-ce qu'elle intervient En fin de dans compte, le réseau? En fin de compte, la corrosion, elle arrive souvent par l'oxygénation des réseaux. Et chose que les gens sont peu habitués, c'est qu'en fin de compte, il faut éviter de vidanger et de remettre en eau très régulièrement les réseaux. Et c'est ce qu'on fait très régulièrement pourtant sur Paris. Les gens n'en tiennent pas compte parce qu'ils s'aperçoivent subitement à l'entrée de la saison de chauffe que leur robinet de radiateur ne fonctionne pas. Et pour le remplacer, il faut bien souvent vidanger. Donc quand il y a des vannes de pied de colonne, on peut vidanger qu'une colonne. Quand la copropriété n'est pas pourvue, on est obligé de vider l'ensemble du réseau. Ah oui. Et donc après, on le remplit. S'il y a un adoucisseur, on le remplit à l'eau adoucie. S'il n'y a pas d'adoucisseur, vous le remplissez à l'eau brute. Et l'eau brute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle précipite au contact de la chaleur par la chaudière. Et du coup, on génère du tartre. Ah oui. Voilà. Bon, donc on a intérêt, oui, il faut intérêt de bien maîtriser ça. Mais vous ne pouvez pas mettre un adoucisseur provisoire justement pour rentrer de l'eau qui soit de qualité et éviter ce tartre? Non, l'adoucisseur, c'est quelque chose qu'on met de façon ferme et Ah définitive. oui. Merci Frédéric là, pour avoir listé tous ces points à réaliser.